Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Doshimakite. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce mardi 12 décembre 2023, dont voici les grands titres. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, se dit préoccupée par ce qu'elle qualifie d'escalade de tension dans la sous-région. Le titre de guide suprême du patriotisme est celui qui aurait valu la mort du président Nkurunziza. C'est du moins l'hypothèse partagée par le journaliste Bobo Rugurika et Leonidas Hatsungimana, invité de l'émission Ijambo Nigwawe de la RPA, animée vendredi dernier. Et l'association Consolation and Trust demande justice pour les victimes du 12 décembre 2015, où beaucoup de familles ont perdu les leurs, tuées par le pouvoir du CNDD-FDD. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page sécurité, je vous le disais en titre. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo se dit préoccupée par ce qu'elle qualifie d'escalade de tension entre le Burundi et le Rwanda. Bintou Keïta a exprimé sa préoccupation lors de son intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies lundi 12 décembre. Pour Bintou Keïta, à l'origine de cette tension, c'est l'envoi des troupes burundaises en RDC au Nord Kivu pour combattre le mouvement M23. Bintou Keïta appelle à l'apaisement pour éviter le pire. Et la représentante de l'ONU en RDC a également rappelé que sur demande de la RDC, les troupes de l'EAC dans ce pays ont déjà commencé à rentrer chez eux. Et les troupes de la SADC devraient prendre la relève. Écoutez plutôt Bintou Keïta, la représentante spéciale des Nations Unies en RDC. Et Fizi. Je demeure préoccupée par la montée récente de tensions entre le Rwanda et le Burundi suite à l'engagement des forces burundaises contre le M23 au Masisi et appelle à l'apaisement pour éviter toute escalade. À la demande du gouvernement congolais, le mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, ESI, n'a pas été prolongé au-delà du 8 décembre et celle-ci a entamé son retrait. En effet, plus de 500 soldats du Kenya, du Sud-Soudan et de l'Ouganda ont déjà quitté la RDC. En parallèle, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, se prépare au déploiement dans les semaines qui viennent d'une nouvelle force, la SAMI RDC, qui devrait être dotée d'un mandat offensif. Ces efforts régionaux sont louables. Toutefois, ils ne pourront atteindre leur objectif sans l'investissement continu et soutenu du gouvernement congolais dans les processus politiques régionaux, nationaux et locaux de résolution des conflits à l'est du pays. Entre-temps, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a effectué une visite secrète ce dimanche au Burundi et s'est entretenu avec son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye. Selon nos sources à l'aéroport international de Bujumbura où a eu lieu cet entretien, les deux présidents se sont entretenus à huis clos pendant 2 heures. Nos sources ajoutent qu'après quelques minutes de leur entretien, ils ont vu venir le chef de l'état-major général de l'armée burundaise, Prime Niyongabo, et a pris part à cette réunion. On ne sait pas encore l'objet de cette rencontre, mais plus d'un pense qu'ils discutaient à propos d'une guerre qu'ils mènent en coalition contre le mouvement M23. Après l'entretien, selon toujours nos sources, à l'aéroport international de Bujumbura, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, s'est envolé vers la ville de Bukavu à l'est de la RDC, où il avait organisé un meeting pour la campagne électorale des élections qui sont prévues dans les prochains jours. En page politique, le titre de guide suprême du patriotisme est celui qui aurait valu la mort du président Nkurunziza. C'est du moins l'hypothèse partagée par Bobo Rugurika et Leonidas Hatsungimana, invité de l'émission Ijambo Nigwawe de la RPA, animée vendredi dernier. Être le guide suprême signifie en d'autres termes que Evariste Ndayishimiye, qui venait d'être élu au poste présidentiel, n'allait pas avoir de pouvoir réel. Le grand décideur allait plutôt rester le président Nkurunziza. Le point avec Emmanuel Nyungeko.
Au mois de février 2020, le président Pierre Nkurunziza, qui venait finalement de renoncer à la présidence, s'investit guide suprême du patriotisme. Plus d'un n'a cessé de dire que ce qui avait été donné d'une main avait été repris de l'autre. Nkurunziza comptait bien continuer à exercer son influence. Ce sera donc qui serait l'une des causes de sa mort, selon le journaliste Bob Rugurika, en même temps directeur de la radio RPA. Vous vous souvenez que Nkurunziza avait mis en place une constitution lui accordant un titre très important dans la vie du pays, avec un rôle visiblement supérieur à celui du président de la République. Le fait d'être nommé le guide suprême et éternel devrait faire en sorte que le président Ndayishimiye aille toujours demander des conseils et recevoir des injonctions chez Nkurunziza. Cela pour dire que Nkurunziza devrait rester à la hauteur en matière de gouvernance du pays. Je pense alors que c'est pour des raisons politiques qu'il aurait voulu l'éliminer, car il voyait que c'est lui qui allait continuer à exercer le pouvoir. Leonidas Hatungimana fut l'un de ses proches. Comme Bob Rugurika, il n'hésitait pas à dire que ceux qui venaient de se proclamer vainqueurs des élections devaient avoir une dent contre Nkurunziza, qui se présentait comme un usurpateur du pouvoir. Comment est-ce qu'il considérait Nkurunziza lorsqu'il restait en vie? Il s'était entouré des lois avec le titre de guide éternel du patriotisme et même en sein du parti. Il devrait avoir une garde issue du camp militaire de son choix et c'était lui qui devrait prononcer un discours chaque fois qu'il y a célébration de la journée du patriotisme sans toutefois être président de la République. Alors avec tout ça, le pouvoir en place ne devrait être qu'un symbole, c'est-à-dire même en présence du président légitime, il y a des décisions qu'il n'allait pas prendre sans demander son avis. Donc c'est lui qui allait continuer à gouverner secrètement. Ce ne sont pas seulement des raisons politiques qui seraient derrière la mort de Pierre Nkurunziza. Il y aurait bien d'autres raisons, comme celles économiques. Nous y reviendrons. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Toujours au chapitre politique, les communales font partie des échéances électorales programmées en 2025. Au moment où l'amendement du code électoral approche, la plupart des partis politiques ont réclamé en veille la suppression de la caution pour les candidats à ces élections. Le point avec Emile Nibasumba. Les candidats à l'élection communale doivent être de nationalité burundaise et âgés de 25 ans révolus au moment de l'élection. La déclaration de candidature au poste de conseiller communal est présentée par le parti politique, la coalition des partis politiques ou le candidat indépendant ou son mandataire à la Commission électorale nationale indépendante. Les sièges après les élections communales sont répartis entre les listes qui totalisent au moins 2% des voix. Étant donné que la loi portant code électoral va être amendée, plusieurs partis politiques ont demandé que la caution de 200 000 francs burundais exigée aux candidats au conseil communal soit supprimée. Mais ces partis politiques estiment que leurs propositions n'ont pas été considérées après avoir constaté que la caution en question a été validée par le récent Conseil des ministres. Les partis politiques ont également demandé que la liste des documents exigés aux candidats soit réduite, puisque certains documents ne sont accessibles qu'à Bujumbura. Ces partis avaient proposé d'exiger plutôt ces documents aux personnes élues. Il faut signaler également que dans les élections de 2025, les communes seront vastes parce que leur effectif sera réduit à 42 au lieu de 119 pour se conformer à la nouvelle loi sur la délimitation des collines, quartiers, zones, communes et provinces. Parlons droit de l'homme à présent. L'association Consolation and Trust demande que justice soit faite pour les victimes du 12 décembre 2015 où beaucoup de familles ont perdu les leurs tuées par le pouvoir du CNDD-FDD. La présidente de l'association Consolation and Trust, qui n'a pas voulu que son nom soit révélé, invite toutes les organisations luttant pour les droits de l'homme d'insister à ce que la justice burundaise réagisse face à ces massacres et que les auteurs qui ont en même temps violé les femmes et les filles soient punis. Au nom de Consolation and Trust, nous prenons ce temps pour se souvenir de nos enfants massacrés le 12 décembre 2015. Sans toutefois oublier aussi les dames et les jeunes filles qui ont été torturées et violées.
Des parents ont perdu leurs enfants, des femmes ont perdu leurs maris et ont été emprisonnés. Ce sont des moments terribles, inoubliables pour tous les Burundais qui sont massacrés pour que la vérité et le respect des droits de l'homme soient fondamentaux dans notre pays. Nous terminons en demandant que les auteurs de ces crimes soient jugés et prévoir une indemnité aux victimes. Même si c'est le même parti, CNDD-FDD, qui est toujours au pouvoir, nous n'allons pas arrêter à chercher la justice pour nos enfants qui ont été tués. Aussi, le parti qui est au pouvoir doit savoir que ceux qui ont été tués étaient les frères et sœurs et qu'ils ne seront pas au pouvoir éternellement. Le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN fait face à un manque criant du personnel suffisant et qualifié. Cela a été dit ce lundi lors des activités du Parlement. Severus Ndaikengera, le directeur général de BBN, fait savoir qu'ils ont déjà présenté cette situation aux autorités habilitées que ce bureau a urgemment besoin d'au moins 125 employés. Nous avons déjà présenté les problèmes que nous avons. Le premier problème est l'insuffisance du personnel qualifié. Nous avons déjà rapporté ce problème. Nous avons même fait des notes. Ces notes ont été amenées à la primature et ailleurs. Et nous attendons qu'on nous donne la réponse. Nous avons entendu que la présidence va nous autoriser de recruter. Dans notre stratégie présentée, nous demandions 227 employés d'un coup. Ils nous ont indiqué que le nombre de 227 est énorme, puis ils nous ont dit de faire le minimum. Ils ont même dit qu'ils peuvent nous donner 50 employés par an. Mais maintenant, pour la stratégie encore, nous voulons 125 employés. Nous nous sommes basés sur les temps déliés des besoins dans l'approvisionnement et la certification. Vous serez étonnés, nous avons 3, 4 ou 5 travailleurs dans la certification. Ils sont très peu. Comment peuvent-ils être dans tout le pays alors qu'actuellement, nous avons plus de 600 unités de transformation qui ont besoin de nos services? C'est un grave problème. J'aimerais vous dire qu'ils analysent l'organigramme. Le décret de 2020 qui nous a instauré est venu au moment où il y avait la volonté du gouvernement de supprimer certains conseillers d'administration et nous avons été placés dans cette généralité. Tout ce monde qui est en train de nous aider indique que l'absence de ce conseil d'administration fait que nous ne soyons pas conformes parce qu'il est présenté dans l'organigramme, mais il n'est pas fonctionnel. Lorsque nous étions à la primature, le Premier ministre avait promis que dans un délai d'une semaine, nous aurions son conseil d'administration. Il a même envoyé des ministres à notre lieu de service, mais suite à plusieurs activités, ils ne sont pas venus. Mais nous ne cessons pas de le rappeler chaque fois. Le ministre du Commerce affirme que ce manque de personnel suffisant et qualifié au BBN entrave les activités de ce bureau. Marie-Chantal Nijimbere demande qu'il y ait des moyens pour une gestion indépendante. Toujours au chapitre économie, le gouvernement burundais devrait demander une assistance financière ou bien un crédit des devises d'urgence pour pouvoir remédier aux problèmes de pénurie du carburant devenu un casse-tête pour les Burundais actuellement. Analyse faite par le président de l'organisation Parsem, Faustin Ndikumana, qui interpelle aussi le gouvernement de sortir de son silence afin de tranquilliser les Burundais puisque la vie semble être paralysée suite à ce problème récurrent qui hante le pays. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, président de la Parsem. En ce moment où la pénurie du carburant commence à se faire sentir avec acuité, et d'abord, Parsem demande au gouvernement de communiquer et d'expliquer à la population la situation qui prévoit actuellement, surtout apaiser les esprits, parce que maintenant l'opinion s'inquiète de plus en plus par rapport à cette pénurie qui semble vouloir étendre sur plusieurs jours. Deuxièmement, le gouvernement devait mettre s'il vous plaît un cadre de dialogue avec les experts et les partenaires du secteur. Il faut que le gouvernement écoute. Au gouvernement, ils ne sont pas des experts en tout. Il faut écouter les conseils des uns des autres. Sortir de l'ornière, essayer d'écouter même les conseils des autres, même si vous ne partagez pas la même opinion politique. Troisièmement, pour passer les solutions que je propose, le gouvernement devrait voir la possibilité de demander de l'assistance des pays amis en crédit d'urgence auprès des organismes internationaux pour relever son niveau de réserve de change de 2 semaines. Il faut un minimum de réserve de change de 2 mois ou 3 mois. Là, c'est l'urgence la plus
totale et la plus absolue. Et opérer à une bonne gestion de ces devises. Il ne faut plus gérer les devises en désordre, il faut gérer les devises de façon parcimonieuse. Il faut savoir les priorités, les mettre en avant, puis aussi réduire par exemple ces missions à l'étranger qui ne sont pas essentielles. Deuxièmement, il faut organiser le circuit d'approvisionnement en carburant de façon professionnelle. Il faut intégrer tous les opérateurs économiques qui ont la capacité financière, la logistique nécessaire pour s'appliquer de cette mission de disponibiliser le carburant ici sur place. Il faut une concurrence et même faire appel aux opérateurs de la sous-région qui ont la capacité nécessaire, qui ont la capacité requise et non pas choisir un opérateur qui accepte de donner des donations, des cadeaux limités ou d'être en collision avec pour détourner l'argent du contribuable. Il faut vraiment rompre avec cette pratique, ce comportement de bas étage. Troisièmement, il faut revoir le coût de revient réel de l'approvisionnement du carburant dans notre pays, voir comment l'adapter avec le prix actuel pour que le consommateur ne soit pas aisé, aussi pour que l'opérateur impliqué dans l'approvisionnement du pays, dans la structure du carburant, aussi ne soit pas lésé. Aussi, Pasteur m'invite le Burundi à faire preuve de gestion rationnelle et réduire les dépenses non essentielles pour avoir une résilience nécessaire pendant cette période difficile. C'était Faustin Dikoumana, président de la PARSEM. Parlons des nouvelles de la société de Chandokilitira. Une partie de la route passant par la commune Matongo ont été vandalisées par des pluies qui se sont abattues sur certaines collines de cette commune de la province de Kayanza dans la nuit de dimanche à lundi. Les habitants de Matongo demandent une assistance aux victimes de ces pluies ainsi qu'une rapide réhabilitation de la route vandalisée. Le point avec Elodie Diveremesha. La pluie qui s'est abattue en commune de Matongo dans la nuit de dimanche à samedi a causé des dégâts selon certains habitants. Des champs de culture ainsi qu'une partie d'une route ont été détruits par cette pluie, témoignent ces habitants. Cette route, dont une partie a été détruite par des pluies, avait Amir Angabian qui la soutenait et toutes les pierres ont été emportées par les eaux jusqu'en bas. Concernant les champs et cultures, avaient déjà été endommagés par des pluies qui se sont abattues ces derniers jours. Et les restantes pluies sont venues pour vandaliser ce qui restait. À l'heure actuelle, ces habitants de Matongo demandent à l'administration communale d'assister les victimes de cette pluie. Et pour ce qui est de la route, dont une partie a été détruite, ces habitants sollicitent une rapide réhabilitation car elle est d'une grande importance pour la commune. Cette route est d'une grande utilité si l'on se réfère aux activités qui s'y déroulent. On peut y trouver l'hôpital de Matongo, à Copec, un marché moderne dont les constructions ont été achevées, même s'il n'est pas encore ouvert, et la DCI de Matongo. Il y a également plusieurs salles de réception érigées tout près de cette route et qui accueillent beaucoup de cérémonies. Nous demandons à l'administration communale et au gouvernement de réhabiliter cette route dans les brefs délais, car s'il tarde à la réhabiliter, la partie restante pourrait être détruite par d'autres pluies. La RPA s'est entretenue avec certains administratifs de la commune de Matongo. Ils nous ont dit que l'administration communale est en train d'essayer de trouver des solutions aux dégâts causés par cette pluie. Ces administratifs ont aussi tenu à demander un soutien d'un engin capable de réhabiliter cette route dans les brefs délais, car les moyens utilisés actuellement ne sont pas à la hauteur de la réhabiliter convenablement. Merci à toi, Eloge Diveremesha. Parlons agriculture à présent. Les agriculteurs des communes Mutimbuzi et Gihanga craignent une famine imminente cette année à cause des rats qui ont envahi leurs champs de culture. Ces cultivateurs demandent au ministère de l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage d'intervenir dans la lutte contre cette invasion des rats de brousse afin d'éviter qu'ils meurent de faim alors qu'ils avaient cultivé leurs terres. Le détail avec Dani Claire et la trouve. Les cultivateurs des localités de Lukalamu en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura et Bulinga de la commune Gihanga en province de Bubanza sont beaucoup inquiétés par des rats de brousse qui ont envahi leurs champs, notamment les champs de maïs. Alors qu'ils avaient sémé le maïs pour lutter contre la faim, les agriculteurs craignent une famine imminente car ils n'auront pas de bonnes récoltes cette année à cause de ces rats de brousse qui ont envahi leur culture. Témoignage de l'un de ces cultivateurs qui s'est entretenu avec la RPA. Les cultivateurs qui ont semé des maïs, surtout dans les localités de Lukalamu en commune Mutimbuzi et Bulinga en commune Gihanga,
n'avons pas récolté cette année. Dans les premiers jours de la semis, nos champs ont été envahis par des oiseaux qui venaient picoter les graines du maïs qui allaient pousser. On a essayé de lutter contre ces oiseaux par nos propres techniques, en les chassant et en érigeant de faux gardes pour les empêcher de déraciner nos cultures. Alors qu'ils espéraient une bonne récolte de maïs cette année grâce à la pluie qui tombe en abondance, ces cultivateurs indiquent avoir été surpris par un phénomène inhabituel des rats qui ont envahi leurs champs de maïs. On croyait qu'on aura une bonne récolte de maïs, mais les rats de brousse ont envahi nos champs. Ils montent la tige du maïs et mangent tous les graines. Lorsqu'on regarde de loin nos plantations, on croit qu'il y a du maïs en abondance et quand on approche, l'on ne trouve que deux tiges seulement. On ne voit plus quoi faire. Un cultivateur a essayé de le piéger. Il a attrapé plus de 4 sacs dans 2 différents champs de culture. Les cultivateurs de la commune Mutimboudi et ceux de la commune Gihanga demandent au ministère ayant dans ses attributions l'agriculture de les aider à trouver une solution à ce phénomène de rats qui ont envahi leurs champs afin d'éviter qu'ils meurent de faim alors qu'ils avaient cultivé. Merci à toi, Dani Claire Ilatroumva. Merci, mesdames et messieurs. C'est parti que prend fait cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagis. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.